Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Le chemin du bonheur. Adaptation du roman en partie autobiographique d'un des amis du réalisateur, c'est un projet finalement très personnel qui avait donc pour vocation de permettre à son ami de mieux comprendre le geste de sa mère. Le film est très classique, on sent qu'il n'y a pas un gros budget, tout l'amour du personnage principal et du réalisateur pour le cinéma, le casting est bon, mais on n'évite pas quelques longueurs, dues notamment au nombre limité des décors. Cela dit, on passe un bon moment, et une fois de plus, le cinéma nous délivre un joli happy end. 6 sur 10. Le Prince. Pour son premier long métrage, la réalisatrice Lisa Bierwitz s'est inspirée du couple que formaient alors sa mère et son compagnon de l'époque. Malgré cet aspect personnel, le film est ultra classique dans le genre, mélodramatique, sur l'immigration. Et même si le casting s'en sort bien, on doit bien avouer qu'on trouve le temps long, bien long même, et que le film tourne vite en rond. Pour nous amener donc à cette fin qui ne conclut rien du tout, bref. C'est assez décevant, même si tout n'est pas à jeter, mais vous pouvez facilement faire l'impasse dessus. 4 sur 10. Sweet. Plus qu'un film sur une influenceuse fitness, il s'agit d'un film sur l'exhibition sur les réseaux sociaux et à quoi cela conduit la followée et les followers. L'idée est intéressante, mais le réalisateur ne va pas assez loin. Puis toute l'action se déroule en trop peu de temps pour montrer un maximum de choses. Le réalisateur dit vouloir essayer par là de comprendre ces personnes qui passent leur temps à s'exhiber sur les réseaux. Dommage que lui soit avare en contenu pour son film. La comédienne est très bien dans son rôle, mais il y avait moyen d'en proposer plus, justement. Un long métrage trop timide, mais qui montre tout de même certains à côté du métier d'influenceur, donc 5 sur 10. Fraté. Si le film est avant tout une lettre d'amour des réalisatrices à la Corse, l'aspect comédie, quant à lui, n'est pas très bon. Je dois bien avouer que de manière générale, je ne suis pas fan de l'humour de Thomas N'Gijol, mais la bande-annonce m'avait plutôt donné envie. Il y avait une possibilité de passer un bon moment, surtout avec la présence de Samir Ghasmi. Finalement, le film dégage une certaine sympathie, mais c'est ultra cliché, ça fait forcer, et pour ma part, ça m'a laissé froid. Je pense que si vous êtes adepte de l'humour d'N'Gijol, ça peut vous plaire, car le film n'est pas mauvais, mais ce n'est pas fait pour moi, donc 4 sur 10. The Medium. Faux documentaire d'horreur thaïlandais, passé la première heure, on tombe dans nombre de clichés et on ne croit plus du tout en sa forme, ce qui nous sort irrémédiablement du film. Dommage, car le début est vraiment bon et les personnages bien construits, mais tous les poncifs du genre y passent, pour un résultat plus que mitigé. Très déçu pour ma part, car il y avait un fort potentiel selon moi, 3 sur 10. Incroyable mais vrai. Niveau thématique, ici Dupuis explore la vie dans sa superficialité, sa dépendance au sexe, au regard des autres, à la pression sociale, à la vie de couple et dans tout ce que cela implique. Bref, un film assez riche si on y regarde de plus près, même si certaines questions resteront sans réponse. C'est amusant d'essayer de décrypter ce que le réalisateur essaie de nous dire. On reconnaît immédiatement la réalisation de Dupieux, entre ses cadres, ses zooms, la patine de l'image, puis le casting est parfait. Le choix de l'album de John Santo en BO est excellent. Un bon film qui potentiellement peut être une bonne porte d'entrée dans son univers pour ceux qui n'auraient pas encore franchi le pas. Le film étant son plus linéaire et rationnel, même si l'étrange et l'absurde sont toujours au rendez-vous. 7 sur 10. Winkles the Clown. Documentaire sur un clown atypique en Floride qui propose d'effrayer les enfants si vous l'appelez. Le mec existe vraiment et a créé un personnage qui a dépassé le stade du prank en devenant rapidement viral. Ce qui est chouette avec le documentaire, c'est qu'il est en deux parties. La première se focalisant sur la vision qu'ont les gens du clown, jusque dans son interprète, puis une seconde sur la vision de son créateur. L'idée est vraiment bonne et montre à quel point la société peut déformer le propos de base en y projetant sa haine et ses peurs. Un film plus intelligent qu'il ne paraît et qui dresse un portrait assez cynique de l'Amérique d'aujourd'hui. 6 sur 10. À la recherche des apprenties sorcières. Un film sur les fans de Magical Doremi,
pour des fans de Magical Dreamy. Hein. Bref, l'idée est des plus sympathiques, hein, je ne m'attendais pas du tout à ça, vu que j'y suis allé les yeux fermés à la vue du nom de Magical Dreamy. Regardant l'animé lorsque j'étais jeune, finalement c'est une jolie preuve d'amour envers la série et ses fans, tout en parlant de sujets de société dans le Japon d'aujourd'hui. C'est simple mais très efficace, les personnages sont attachants et on est heureux de retrouver certains décors de la série. Un doux bonbon pour les fans qui risquent de laisser les autres sur le bord de la route, à défaut de leur donner envie de découvrir l'animé. 7 sur 10. En plein choc. Téléfilm sud-africain des plus mauvais, dont le doublage est catastrophique. L'histoire est ultra cliché, tout comme les personnages, les enjeux sont d'un commun au vu du genre. Je vais pas vous mentir, hein. J'ai eu du mal à aller au bout, tant ça ne m'intéressait pas. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à produire ce genre de film, même si j'imagine que ça divertit certaines personnes quand même. Dommage, car au vu du contexte politique placé au début, il y avait moyen d'en faire quelque chose, et finalement c'est écarté d'un revers de la main, pour laisser place à un film d'action sans intérêt, car pourquoi se compliquer la vie avec un bon film psychologique À éviter, même pour passer le temps, il y a mieux. 1 sur 10. Réduite au silence, l'effet Martha Mitchell. Ma foi, malgré sa durée de 40 minutes, ce documentaire arrive à bien résumer la situation et à nous donner beaucoup de détails. Ici, ce n'est pas le Watergate qui est le sujet, mais bien Martha Mitchell, sans qui il n'y a pas d'affaire. On nous montre un mari manipulateur, une administration qui l'est tout autant pour arriver à ses fins, et lorsque cela ne les arrangeait plus, ils ont voulu la faire taire. C'est passionnant et ça nous montre bien que nos politiques sont loin d'être tout blancs et qu'ils sont prêts aux pires bassesses pour servir leur projet. Un film important en nous rappelant que les hommes sont toujours prêts à dénigrer les femmes lorsque ces dernières ne vont pas en leur sens. Heureusement qu'elle ne s'est pas laissé faire, 6 sur 10. El Buen Patrón. Comédie dramatique dans le monde du patronat, somme toute classique. Ça critique notamment la dépersonnalisation et la détérioration des relations de travail. Globalement c'est bien fait, mais c'est dans les clous de ce qui se fait sur ce genre de sujet. La réalisation est académique, le casting est de qualité, l'humour fonctionne bien. Pour le reste, rien de bien original. Finalement on passe plutôt un bon moment, même si le film n'est pas vraiment marquant. 6 sur 10. I'm Your Man. Adaptation d'une nouvelle écrite par Emma Braslavsky. I'm Your Man est une sorte d'épisode de Black Mirror, sous une forme de comédie. La réalisation est sobre et élégante, elle bénéficie d'une photographie de qualité, le casting fonctionne bien et l'humour est bien distillé. Si vous aimez l'anticipation et les romances, ça devrait vous plaire, 7 sur 10. Les goûts et les couleurs. Comédie romantique abordant une fois de plus le rapport aux classes sociales. Cette fois-ci, ce n'est pas le sujet principal du film de Michel Leclerc. Ici, c'est le monde de la musique qui est mis en avant. Pour l'occasion, ils ont créé le personnage de la chanteuse Darda Jane, savant mélange d'un Gainsbourg, d'une Catherine Ringer et même d'une Patti Smith, entre autres. Le personnage a un univers crédible qui fait réellement envie. L'idée d'héritage musical est une question fort intéressante que le film traite efficacement. Après, la force du projet réside dans ses personnages et son sujet, portés par des comédiens investis et des musiques qui marchent vraiment bien avec les différents univers mis en avant. Bref, si vous aimez la musique et les rom-coms, foncez, 7 sur 10. Elvis. Baz Luhrmann signe un biopic à la réalisation des plus folles et tape à l'œil qu'il n'ait jamais fait, au montage survitaminé, aux abus d'effets de transition et de CGI rarement nécessaires et pas toujours heureuses. Mais plus que tout ça, Elvis est un film sur l'Amérique de ces années-là et de la musique rock'n'roll et afro-américaine. On sent une réelle volonté de bien faire, réussissant à rendre certains personnages émouvants malgré leurs méfaits et en nous montrant l'impact du King à l'époque et encore aujourd'hui. Le casting est bon, la BO est forcément excellente, même dans ses reprises, la direction artistique est superbe malgré ce que j'ai pu évoquer précédemment, puis on passe un bon moment, même si on ressort lessivé d'un tel film. Car comme toujours, Baz Luhrmann a du mal à se contenir et en fait beaucoup trop, surtout au début. Ce qui donne certes un bon film, mais pas le chef-d'œuvre que l'on est en droit d'attendre pour une telle icône. 7 sur 10. The Man from Toronto. Comédie d'action vraiment pas terrible, même si par moments il peut arriver de sourire. Bien trop prévisible, le côté action n'est pas assez pris au sérieux pour que ça fonctionne vraiment.
Puis entre les CGI bien moches, mais passables, celles façon mockbuster et vidéo du net, on a du mal à prendre tout ça au sérieux 5 minutes, surtout lorsque le money shot est totalement aux fraises niveau réalisation, c'est bien triste. Après, le duo Kevin Hart Woody Harrelson fonctionne assez bien, le reste du casting est plutôt bon, et mine de rien, en dehors des CGI dégueulasses, le reste marche bien, hein, que ce soit les décors, la photo, les costumes, etc. Après, c'est vraiment pas le genre de truc que je recommande, même si sur un malentendu, vous pourriez bien ne pas passer un si mauvais moment que ça. 3 sur 10. The Right House. L'acteur-réalisateur Mac O'Brien signe un premier film sur le tourment du passé, le rapport à la religion, l'idée de faire face à ces démons, aux choses que l'on a refoulées. Et pour un coup d'essai, c'est rudement réussi. Car si la réalisation n'a rien de grandiose, l'atmosphère que dégage le film, grâce à sa décor, à la photographie et son noir et blanc, ainsi que quelques plans bien sentis, donne à l'ensemble une réelle patte. Le réalisateur nous plonge et nous emporte dans son cauchemar avec une facilité déconcertante, en s'appuyant sur la peur de l'autre, de l'inconnu. Peur de plus en plus présente aujourd'hui avec la montée un peu partout dans le monde de l'extrême droite. Un réalisateur dont il faudra suivre la carrière, assurément. 7 sur 10. Et alors là, il n'y a pas un film de la semaine, mais par contre, il y a un film dont il faut encore que je vous parle. Il s'agit donc des Travaux et des Jours de C.W. Winter et Anders Enstrom, un film de 8h38 qui est diffusé en France en 3 parties. Donc il y a 3 films, voilà, du coup, qui sont diffusés. Moi j'ai vu la première, qui dure quand même 3h40, il y a les 2 premiers chapitres dedans. Et non, moi ça n'a pas marché sur moi. D'ailleurs je suis pas le seul à être parti après ce film-là, c'est-à-dire que sur toute la journée, ils diffusaient le film, donc les 3 parties, et certains sont restés forcément pour la deuxième et la troisième, sans doute, alors que d'autres sont faits comme moi et sont partis, ne sont pas revenus pour voir la suite. Voilà. Parce que c'est un film fait par des étrangers sur le Japon, plus particulièrement sur un couple de Japonais, et là où c'est bizarre, c'est que le réalisateur, il a voulu... même si le grand-père du coup de ce couple est décédé entre-temps, il a voulu quand même faire le film sur leur quotidien, et pour cela du coup ils ont fait appel à un ami de la famille qui vient prendre sa place. Donc on est entre le reportage, le documentaire et la fiction, étant donné que du coup c'est pas le vrai mari, donc c'est bizarre. Pourquoi ne pas avoir juste fait la simple vie de cette femme-là maintenant que son mari est décédé? Je vois pas en quoi ça aurait changé énormément de choses. Mais voilà, donc du coup c'est un travail qui a duré en fait pas mal d'années. Ça a commencé en 2014 le tournage, si je dis pas de bêtises, et ça s'est fini du coup au moment du Covid à peu près. Effectivement, on sent qu'il y a eu tout un travail de recherche, de machin, de fait qu'ils sont imprégnés de cette culture et des gens avec qui ils sont restés pour filmer. Mais par contre, c'est tellement bizarre au niveau du montage que ça raconte pas grand-chose. J'avoue que on va dire après la première heure et demie, ça commençait à être un peu plus linéaire, on va dire. Enfin, c'était un peu plus compréhensible ce qui se passait, même si ça n'avait pas totalement de sens. C'est bien le problème parce que du coup, on a quand même 3h40 déjà là qui sont passées et non, rien. Donc on se dit si c'est pour rester encore 5 heures de plus et qu'il se passe pas plus de choses, voilà. Du coup, j'ai abandonné. Si certains d'entre vous l'ont vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, car ça m'intéresse. Mais je vous avoue que moi, en tout cas, c'était vraiment pas ma came, malgré que j'adore le Japon et que du coup c'est une culture qui m'intéresse. Mais là, ça n'a pas pris sur moi à cause de la forme. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, sachant que je vais traiter aussi en format vlog le FEMA, Festival La Rochelle Cinéma, dans ces prochains jours, du 1er au 10 juillet. Donc soyez au rendez-vous. Ciao!